Bonjour mes chers téléspectateurs et téléspectatrices. Bonjour Daniel. Bonjour Gérard. Bonjour Emmanuel. Bonjour Gérard. Bonjour Frédéric. Bonjour Gérard. Bonjour Christian. Bonjour Gérard. Bien en tête mon édito, vous permettez. Ce n'était pas seulement la violence, c'était une norme, une organisation froide, une logique qui faisait de l'inhumain une routine. Pour dominer des millions d'êtres humains, il a fallu inventer des races, créer des pseudo-sciences, créer l'infériorité dans la loi et faire croire que tout ça, cette construction, était une mission civilisatrice. On disait, c'est pour leur bien. Et ce mensonge est devenu une vérité sociale, acceptée, enseignée, transmise. Mais la Martinique a montré autre chose, qu'un peuple brisé peut se relever, qu'une humanité niée peut renaître, qu'une mémoire blessée peut devenir une force. Nos résistances, nos cultures, nos voix sont nées de la nuit, et pourtant, elles brillent encore. Face à ce que nos aïeux ont traversé, nos divisions d'aujourd'hui semblent bien petites, bien futiles. Un peuple qui a survécu à l'esclavage, on y vient, et à la colonisation porte déjà en lui tout ce qu'il faut pour affronter les défis actuels, les défis présents. Nous ne sommes ni dépassés, ni condamnés. Nous avons vaincu pire. Et nous nous relèverons encore et encore. Oui, le titre, je ne vous l'ai pas dit, c'était Esclavage et colonisation. Ah. Quelle originalité. Ce qui me permet de rappeler cette phrase de Frantz Fanon, « Je ne suis pas l'esclave de l'esclavage qui déshumanisa mes pères ». Peau noire et masque blanc, tout le monde sait ça. Cette phrase est souvent considérée comme la plus belle, la plus libératrice et la plus emblématique de Fanon. Elle exprime la rupture avec l'héritage de la servitude, la souveraineté du sujet noir, la reconquête de l'identité, la décolonisation de l'esprit, avant celle des structures. Elle ouvre tout un horizon politique et psychique. L'identité ne doit pas être enfermée dans la blessure historique, même si elle s'en nourrit. C'est un acte de reprise de pouvoir, de verticalité retrouvée. Et c'est aussi l'occasion de vous annoncer la venue de l'historien Pascal Blanchard, invité par Tous Créoles, qui a au programme visite d'élèves, d'expositions, conférences à l'Institut martiniquais. C'est bien ça, l'Institut martiniquais des sports, à Mangovulsin, le jeudi 18 décembre, entrée libre, mais passage obligé par Eloasso, pour qu'on puisse... des raisons de sécurité, qu'on puisse calibrer la salle. Le thème, Histoire et mémoire coloniale, quel héritage? Ça veut dire que nous avons commencé à Tous Créoles, oui, je mets les pieds dans le plat, avec Fanon, que nous finissons l'année avec les héritages du colonialisme. En passant par Glisson. En passant par Glisson, j'ai oublié. Je pense qu'on est bon, on est très bon. Jingle. Frédéric revient sur la présence de la Martinique à Bruxelles pour les 30 ans des régions ultrapériphériques, les RUP, et le forum de haut niveau. Elle va nous expliquer tout ça. Oui, alors c'était Alexandre Ventadour qui nous représentait au RUP pour la Martinique. RUP, région ultrapériphérique, et puis pour aller vite et pour simplifier la compréhension, pour pouvoir aller plus au fond de l'argumentaire, on parle des fonds européens, tout simplement. Nous sommes une région ultra-périphérique, donc éligible aux fonds européens, au même titre que la Guyane, que Mayotte, que les Açores, que les Canaries, que la Guadeloupe. Je ne vais pas tous les nommer, mais vous avez désormais une petite idée. L'enveloppe globale de ces fonds européens est autour de 226 milliards d'euros. Et pour les RUP, également pour vous donner une idée, nous sommes autour de 13 milliards d'euros sur des plans alors pluriannuels. Là, nous sommes sur un plan de 2021-2027, donc qui va s'achever, c'est important de le signifier. Et cette 30e année des RUP, puisque les présidents l'avaient signé il y a 30 ans, alors pas les mêmes, bien évidemment, parfois, là, vont pouvoir confirmer ou négocier, c'est là l'objectif, le plan financier 2028-2034.
Donc, Alexandre Ventadour nous a représentés. Nous connaissons nos sujets en Martinique, d'utilisation optimale des fonds européens, de méthodologie efficace pour permettre aux chefs d'entreprise de bénéficier de ces fonds. Nous connaissons la situation aussi en Guadeloupe. Richard s'en était exprimé, avec des sujets de sargasses et d'eau qui n'ont pas nécessairement été approfondis lors de la dernière conférence. Mais je voudrais vraiment souligner la position de Rodi Tolassi, qui est notre député européen, enfin un des députés européens RN de Guadeloupe, qui m'a vraiment interpellée. Il a approfondi sur la nécessité d'adapter l'ensemble des clauses de l'outre-mer au RUP. Concernant l'outre-mer, il a parlé d'un fonds de préfinancement de l'outre-mer avec des propositions très constructives. Il a même demandé un haut commissariat d'outre-mer. Alors, en faisant un petit peu mes recherches ces derniers temps, j'ai pu constater qu'effectivement, déjà que nous avons, en tant que Martinique, Guadeloupe, Guyane, des territoires, déjà des coupes sur les dotations de l'État, et puis une vision qui n'est pas nécessairement très positive de tout ce que nous pourrions recevoir de l'État. Les fonds européens sont une manne incontournable. C'est normal qu'ils soient tous présents. Et je me suis rendu compte qu'il y a eu, aujourd'hui, il y a une prévision de coupe sombre sur ces fonds. Déjà, il y a eu un ajustement de mi-parcours très récemment, parce que ces fonds, alors on ne nous a pas retiré des fonds, je rassure, mais on a décidé de les réaffecter pour les sujets de conflit en Ukraine et de défense. Et on a pour objectif, pour ce fameux plan 2028-2034, c'est pour ça que je te remercie de ce sujet, il est géostratégiquement important, on a un sujet de réaffectation sur la transition énergétique de l'Europe, puisque ces fonds européens, c'est pour l'Europe. Nous également, nous faisons partie de l'Europe, mais le territoire aura besoin de fonds supplémentaires pour la transition énergétique, pour la défense, pour les sujets de migration, pour les sujets du numérique, puisque l'Europe a énormément de retard par rapport notamment aux États-Unis et à la Chine. Et aujourd'hui, je crois que nos représentants ont conscience de cet enjeu, ont conscience de cette urgence, et plus que jamais veulent se présenter à ce titre, parce que je pense qu'il y aura des modifications et des revalorisations de ces fonds. Voilà. Donc, il faudra faire attention. Oui, juste 2 mots pour avoir une pensée pour Camille Darcière et pour Christian Vitalien quand on parle des RUP, parce qu'il a fallu toute leur finesse de juriste et la vision du politique pour pouvoir penser être des architectes de cette création. Pendant que tu as la parole, tu vas procéder, si tu veux bien, à une analyse de l'affaire La Batelière, qui revient sur la contestation. Tu reviens sur la contestation par le groupe Parfait d'une amende de 7 millions d'euros infligée par l'autorité de la concurrence, et tu vas nous éclairer sur les enjeux économiques derrière ce dossier sensible. Tout à fait. Alors, c'est une question importante parce que ça nous permet de voir la vision d'une autorité, c'est-à-dire d'un organisme qui est lié à l'État, avec l'économie, les économies insulaires. Rappelons simplement un historique bref. On sait que Géant Casino, puisque c'est du centre La Batelière qu'il s'agit, Géant Casino, donc c'est un hyper qui se trouve donc dans le centre commercial La Batelière. Il a des difficultés, il va être en redressement judiciaire. Et très rapidement, je dirais, le groupe Parfait va être intéressé par la reprise de cet hyper. Et lorsque le redressement judiciaire arrive devant le tribunal de commerce va donc entamer la procédure pour savoir s'il est possible de céder le fonds de commerce. Il y a 2 repreneurs. Je pense qu'il est important qu'on le sache. Il y a 2 repreneurs. Et ça se passe en 2020. Et pour les 2 repreneurs, il faut mettre en place la notification à l'autorité de la concurrence, parce que doit se mettre en place un mécanisme pour vérifier s'il n'y a pas un problème de concentration. C'est ce qui est fait, mais l'autorité de la concurrence, en avril 2020, fait une dérogation au profit des 2 potentiels repreneurs pour surseoir aux effets du contrôle. En gros, au lieu de dire « je suis intéressé », l'autorité de la concurrence met en place le contrôle, elle donne son avis et on commence l'exploitation, en vertu d'une disposition qui existe dans le Code, on surseoit
en sursoit aux effets du contrôle. Donc ça veut dire que les repreneurs, à leurs risques et périls, puisque le contrôle, ils n'auront pas la décision définitive de la commission, ils vont continuer l'opération sans avoir l'avis de la commission. Et avant l'audience du tribunal de commerce qui doit se prononcer sur le bénéficiaire de la cession, le groupe Parfait va se porter acquéreur par une autre entité, une entité qui est une SCI, des murs de l'ensemble du centre commercial. Et le tribunal de commerce n'a rien à voir dans cette opération. Et lorsque le tribunal de commerce doit statuer, il attribue la cession au groupe Parfait. Et à ce moment-là, nous sommes en 2020, à ce moment-là, l'autorité de la concurrence met en place le mécanisme de procédure pour contrôler s'il y a un effet de concentration. Et il y a tout un échange de correspondance, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails, mais toujours est-il qu'au bout de ces échanges entre le groupe Parfait et l'autorité de la concurrence, il y a une décision de décembre 2022, dans laquelle l'autorité de la concurrence autorise la cession, mais quand on lit les attendus, elle dit une première chose. Je considère que l'opération d'acheter l'hyper et d'acheter les murs, c'est une seule opération. Et je considère que je dois examiner les conséquences sur la concurrence en tenant compte de ces deux opérations. Et ce qui fait que l'autorité de la concurrence va dire « Vous êtes groupe Parfait, déjà propriétaire d'un hyper à quelques encablures, qui est le groupe Leclerc au rond-point, donc vous ne pouvez pas avoir... vous ne pouvez pas. Et donc vous devez céder, puisqu'il a une décision du tribunal qui lui attribue. Donc vous devez céder le fonds, les paires, à un tiers, et vous avez 9 mois pour le faire, c'est-à-dire septembre 2023. Ensuite, vous devez changer les termes du bail commercial. Vous ne devez pas appliquer le même bail commercial, parce que autrement, vous risquez de connaître d'avoir des renseignements sur celui qui va le prendre et qui est votre concurrent. Et si vous ne vendez pas dans les délais de 9 mois, il y aura un mandataire avec qui vous devez avoir des rencontres. Donc 2022, le groupe Parfait se met en quête Alors, on ne fait pas son marché, hein. Nous sommes dans une économie insulaire, hein. On ne fait pas son marché, il n'y a pas des gens qui se battent, etc. Il faut trouver. Et il en trouve un qui est sur le point de signer. Les papiers sont faits. Il est agréé par l'autorité de la concurrence. Exact. Patatras, septembre 2024, ce sont les émeutes, la situation sociale, des entreprises qui sont brûlées, la grande distribution qui est clouée au pilori, et celui qui devait acheter ne signe pas, et tout est à recommencer pour le groupe Parfait, qui finalement ne trouvera un acquéreur que cet an dernier. Alors pour lui, il se dit, bon, d'accord, oui, mais ça va, c'est signé, ça va commencer. Et l'autorité de la concurrence se saisit elle-même, c'est une autosaisine, c'est personne d'autre qui l'a saisie, et elle considère qu'il y a un certain nombre de règles qui ne sont pas respectées. Et elle inflige. Alors, on dit une amende, mais c'est important de noter que c'est 3 amendes. Il y a une première amende de 4,5 millions pour dire vous n'avez pas respecté le délai pour trouver un repreneur. Ensuite, il y a 2,5 millions parce que vous n'avez pas préservé la valeur du fonds. Et troisièmement, vous avez 600 000 € d'amende parce que vous n'avez pas bien coopéré avec le mandataire. Alors, le groupe Parfait va faire appel, et il a raison de faire appel, parce que la décision interpelle, parce qu'elle pose la question de savoir si l'autorité de la concurrence n'est pas en quelque sorte hors sol, parce que c'est une autorité de la concurrence qui applique des principes qui sont valables dans un territoire hexagonal. En France, quand il y a un fonds qui doit être vendu, il y a 10 repreneurs qui se représentent. Ici, il y en a 1 et quelquefois 0. Il y a la situation sociale. S'il y avait eu une éruption, s'il y avait eu un tsunami, on aurait appliqué la même décision? Non. Ensuite, la question du format, du marché.
On est des petits territoires. Et donc, et en fait, le dernier point, moi je me demande si l'autorité de la concurrence, qui a été quand même beaucoup prise à partie et critiquée pendant la question de la vie chère, si elle n'a pas voulu se refaire redorer son blason, parce qu'elle emploie l'expression à plusieurs reprises dans sa décision, c'est une décision inédite, qu'il y ait 3 condamnations, c'est inédit, et donc par conséquent, on a l'impression qu'on a infligé une double peine au groupe Parfaite. Bravo. Pas pour l'amende, mais pour l'exposé de l'année. Emmanuel enchaîne avec les orientations budgétaires 2026 de la collectivité territoriale de Martinique, un budget charnière, décisif pour la trajectoire financière et pour les politiques publiques des prochaines années. Oui, donc on parle maintenant un peu de prospective, mais il faut quand même parler de là où on part en fait. Donc l'état des finances de la collectivité ne sont pas très brillants, enfin, c'est peu que de le dire. On sait que la collectivité sort d'un exercice avec un déficit de 26 millions d'euros, avec des tensions de trésorerie et qui se manifestent notamment dans le monde associatif, dans les différentes structures qui ont des retards de paiement. Bref, il y a un vrai sujet de tension financière qui se perçoit dans la vie publique du pays. Et c'est sur cette base que la collectivité bâtit son projet 2026. Donc, fait des propositions d'orientation qui sont, sur le papier, relativement claires. La première, c'est, en gros, pour faire très simple, c'est de dire on va moderniser nos structures par les nouvelles technologies, par la rationalisation des dépenses, par la rationalisation des services, pour essayer de faire des économies de fonctionnement. Donc ça, c'est un premier volet de cette orientation budgétaire. La deuxième, c'est de dire on va prioriser sur des investissements liés au social et au vivre ensemble. Donc il y a une vision qui est relativement claire dans la perspective inscrite dans le budget. Et puis le troisième sujet, c'est créer un choc d'investissement en augmentant l'enveloppe sur les projets d'investissement, notamment d'infrastructures, pour réveiller un petit peu le système économique, le BTP, etc. Voilà ce qui est aujourd'hui dessiné sur le papier, avec un volume de budget qui est en augmentation. Alors moi, ça me surprend beaucoup parce que j'ai lu quelque part qu'on parlait maintenant d'un budget prévisionnel d'1,9 milliard, ce qui est quand même, par les temps qui courent, quelque chose qui me surprend beaucoup, pour être tout à fait honnête, puisque sortant de cette séquence de grandes difficultés, on aurait pu s'attendre plus tôt à une contraction du volume du budget, et dans cette contraction, des arbitrages peut-être un petit peu plus robustes pour baisser la charge de fonctionnement. Mais là, on rentre dans des décisions qui sont politiquement difficiles à assumer. Je vous rappelle que 2026 est une année électorale, donc c'est compliqué aussi d'assumer des baisses d'effectifs, c'est difficile d'assumer des décisions qui peuvent se retourner contre les élus en réalité, mais pour autant, malheureusement, c'est sans doute la voie vers laquelle il faudrait aller. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur ce budget. Donc en résumé, un budget qui continue d'augmenter, une année 2026 qui sera marquée par des rendez-vous électoraux et donc par peut-être quelques tensions, ou en tout cas quelques investissements d'opportunités liés à cette année électorale, et un plan de baisse des charges qui est relativement peu lisible malgré tout, même s'il y a la volonté de rationaliser les services, mais on ne parle pas de baisse d'effectifs, on ne parle pas de suppression des agences comme ça avait été évoqué lors de précédentes séances de travail. Voilà. Et puis, en définitive, une absence de plan clair, de stratégie de développement économique, parce que malgré tout, il faut bien se dire qu'un budget de collectivité s'appuie sur la santé économique d'un pays. La santé économique d'un pays, c'est la santé des entreprises, puisque la première source de financement de tout le système, eh bien, c'est l'entreprise. Il ne faut jamais cesser de le rappeler. Et sur ce plan-là, on n'a pas encore vu les signaux extrêmement encourageants pour activer le moteur de l'économie par les entreprises. Tu es pessimiste, non?
Je suis pessimiste. Parce que parce que je regarde d'où on part aujourd'hui. La situation n'est pas bonne sur le plan financier et l'environnement dans lequel on s'inscrit, aussi bien l'environnement national, international que local, est un environnement qui ne donne pas beaucoup de signes d'optimisme. En tous les cas, Christian va nous parler de quelque chose qui est plus gai. Oui. Il nous propose de parler du forum organisé à Madiana par Cobati Martinique et puis également Cobati France, par la fédération. Voilà. Il explique pourquoi le transport urbain par câble pourrait devenir une solution Bon, structurante. alors, repositionnons nos esprits, c'est de l'innovation. Ouais. C'est du développement, c'est de l'ingéniosité. Le transport par câble, vous avez vu enfin je ne suis pas beaucoup allé, mais dans les pays sud-américains, comment s'est développé le transport par câble et avec apparemment très peu d'accidents. Alors c'est vrai que c'est une solution qui a été étudiée et qui a une association qui s'appelle Cobati, qui a 5000 adhérents, qui est représentée dans plusieurs pays et qui est dirigée ici par Serge Cabrera, architecte. Je dois vous dire aussi que c'est un Robertin, je peux le dire quand même. Bon, quoi qu'il en soit, je trouve que c'est une initiative qui est extrêmement intéressante parce que le transport par câble, bien évidemment, est adapté aux pays montagneux. Bon, on sait bien que tout le nord de la Martinique, on est concerné et une partie non négligeable de la Canada. Et puis ce transport a beaucoup d'avantages. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a besoin peu de foncier, puisque c'est aérien. Il y a un impact environnemental qui est réduit, il n'y a pas de pollution, un petit peu, il n'y a pas d'énergie fossile comme on en a besoin en général. Et c'est aussi un outil de désenclavement. On peut imaginer effectivement que ce transport se mette en place dans nos territoires. À mon avis, ce serait déjà ses avantages. Alors, le projet a été présenté effectivement au cours d'un forum qui a été organisé récemment. Et on attend bien évidemment les décisions de l'État, de la collectivité. On dit que ça, c'est des projets aussi politiques qui sont forts. Il faut avoir la capacité de se projeter, notamment dans une Martinique nouvelle, pour pouvoir favoriser les déplacements des gens, les économies d'énergie et une nouvelle forme d'économie, si on peut dire. Ceci étant, c'est un projet qui demande du temps. Il faudra 7 ou 8 ans entre les études et la mise en place de ce projet. Mais il y a effectivement des lignes qui ont été un petit peu identifiées. Shell, le port La Croisière. On dit aussi que ces éléments-là sont des éléments touristiques. Et on voit que dans de nombreux pays, les touristes prennent, si vous voulez, ces transports par câble pour pouvoir admirer les paysages. Et Dieu seul sait que ça aurait été intéressant chez nous. Donc pour cela, il faut un état d'esprit ouvert, il ne faut pas nous entrer dans rien qui est polémique, il faut qu'on soit convergent, il faut avoir le sens de la modernisation parce que on parle d'intelligence artificielle, comment cette intelligence artificielle s'intègre-t-elle dans notre développement? Est-ce qu'il y a des plans pour ça? Quelles activités qui vont être supprimées, quelles activités qui vont... Enfin, de ça, je déborde un petit peu. Mais en tout cas, Cobati est fortement décidé à innover en ce sens et il faut espérer que les décideurs vont adopter cette réflexion parce que je pense qu'elle serait très bonne pour la Martinique. Elle permettrait de développer le transport en commun, sans refaire la voirie, sans acquérir du foncier. Et c'est un outil qui a été considéré d'avenir pour repenser les villes et les territoires. Donc j'espère que ça va se concrétiser. Oui, le cancan qui va exploser, ça va être comme celui à l'époque du choix. Oui. Du choix du TCSP. Est-ce que c'est sur rail, sur route, tramway? Là, c'est rail. Oui, là c'est câble. Mais ça existe à La Réunion et avec beaucoup de succès. Enfin, c'est une vraie bonne idée parce que c'est une vraie alternative aux solutions TCSP, par exemple, avec des investissements beaucoup moins. Si on arrive à ça, ce serait déjà un grand progrès. Ce qui est d'une grande banalité dans un tas de pays. Jingle, société. Alors, c'est Emmanuel qui va nous présenter une réflexion approfondie sur l'impact potentiel de l'intelligence artificielle en Guadeloupe et en Martinique. On a trouvé une note de Jean-Marie Noll. L'accélération possible de la fuite des talents, la pression sur l'emploi qualifié et les effets systémiques sur les économies insulaires. Oui, alors Jean-Marie Noll est un économiste qui produit des réflexions toujours intéressantes. Oui. Toujours poussé, donc c'est toujours bien d'aller creuser ce qu'il dit. Parfois, c'est un peu complexe, il faut décoder, mais en tout cas, sur ce sujet-là, il pose de vraies questions, puisque l'intelligence artificielle aujourd'hui envahit nos vies quotidiennes de manière importante. Or, on va dire le discours politique ou la stratégie politique autour de ce phénomène est relativement absente.
en particulier chez nous, sur nos territoires. On n'entend pas beaucoup d'élus utiliser ce phénomène pour pouvoir recomposer des visions politiques. Et donc, c'est un peu la question qu'il pose. Qu'est-ce qui fait que quelque chose d'aussi impactant ne soit pas repris ou ne nourrisse pas la réflexion politique locale, sachant que une telle révolution, la révolution de l'IA, elle a cette opportunité de nous remettre tous sur le même plan de départ, en fait. C'est ça qui est intéressant, parce qu'on est tous un peu confrontés aux incertitudes et aux inconnus de l'IA, et c'est peut-être à l'occasion de ce genre de révolution qu'il faut se saisir peut-être plus vite que d'autres pour pouvoir reprendre de l'avance qu'on a perdu sur d'autres champs. Donc c'est comme ça qu'il pose la question, et je pense que c'est bien posé comme problématique. Et donc il dit en gros, d'abord les raisons qu'il dit. Il dit le système de pensée politique, la gouvernance politique chez nous, en Martinique et en Guadeloupe, est prisonnière du court terme. On est vraiment engoncé dans le court terme et on a une espèce d'incapacité structurelle à produire de la vision et à produire de la prospective. Parce que ce sont les rendez-vous électoraux, entre guillemets, qui drivent la vision politique. Et le sujet de l'IA, forcément, ne trouvera pas de solution dans le schéma de gouvernance actuel chez nous. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qu'il dit, enfin j'essaie de décortiquer en idée simple son propos, il dit l'IA, bien évidemment, rentre dans nos vies avec des risques phénoménaux sur le marché du travail. On sait que ça va bouleverser les entreprises, que ça va bouleverser le monde du travail, que ça va rendre obsolètes des pans entiers d'activités et de métiers. Et donc, on est là, pour le coup, en responsabilité politique de faire l'état des lieux de tout ça pour pouvoir imaginer les métiers de demain qui doivent être issus de l'IA. Et ça, c'est une volonté politique qui doit maintenant s'activer. Parce qu'on va au-devant de nouvelles tensions et de nouvelles précarités si on ne fait rien. Si on subit l'IA, on est certain que la Martinique et la Guadeloupe seront des pays encore plus tendus et plus sous tension et plus précaires. Et puis, la troisième idée qu'il exprime, c'est que sans stratégie locale autour de l'IA, on est certain de renforcer notre dépendance et d'affaiblir la cohésion collective. Voilà en gros les trois grands thèmes. Et donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que l'IA, chacun a sa propre expérience de l'IA. Moi, j'ai envie de faire une proposition un peu de la même nature que celle que l'on faisait quand j'animais l'association Contact Entreprise. C'est le principe des grands ateliers pluridisciplinaires de réflexion autour d'une seule question qui mobiliserait les élus, les penseurs, les enseignants, les chefs d'entreprise, les citoyens. Une semaine d'ateliers collectifs autour de l'IA pour poser une seule question: et si l'IA devenait le moteur de notre relève économique? Et là, je pense qu'en co-construisant sous forme d'ateliers collectifs une vraie vision à laquelle on finisse par adhérer, eh bien, on pourrait peut-être au moins dessiner un plan et avancer sur ce sujet-là. Je pense que le sujet est suffisamment intéressant pour qu'il soit emparé par le grand collectif et non pas par des visions partisanes ou par des individualités seulement. Donc c'est ce travail, de vision collective que je préconise pour pouvoir avancer, parce que là on sait que, et je vais terminer là-dessus, on sait qu'une vraie stratégie territoriale de l'IA pourrait par exemple améliorer fondamentalement nos organismes publics, parce que là on pourrait trouver des vraies solutions de performance à la CTM, dans les mairies, dans les différentes collectivités. On pourrait relancer de manière formidable notre dynamique économique, parce qu'on remettrait de la productivité dans nos structures. On pourrait même imaginer que l'IA vienne booster notre champ culturel, parce que ça peut ouvrir voie à de nouvelles visions de cet ordre-là. Et puis enfin, cartographier les métiers. Moi, je pense que c'est une urgence absolue. Cartographier les métiers d'aujourd'hui qui sont menacés et cartographier ceux qui vont naître
de cette révolution. Alors pour ceux qui pourraient penser que l'IA, c'est le prénom d'une belle femme qui viendrait révolutionner la vie, c'est l'intelligence artificielle générative. Quand vous allez réécouter l'émission, si vous l'écoutez plusieurs fois, vous comprendrez dans quel domaine Emmanuel nous entraînait. Frédéric présente la 14e semaine de l'industrie. On reste un peu dans la même direction. Visite d'entreprise, rencontres entre scolaires, apprentis, demandeurs d'emploi, industriels, mobilisation surtout de l'AMPI et de l'académie. De l'AMPI, pourquoi j'ai vu l'académie. En précisant quand même... Parce que tu as vu la rectrice. La rectrice. Ah oui, la académie, si elle était... Donc tu as raison. Elle Le faisait France partie. Travail. En précisant quand même que le PIB, dans le PIB, l'industrie, c'est 3,6%. Enfin, quand même. Bon, il faut bien essayer de faire avec ce que l'on a. Vas-y. Oui, en fait, ça pose le sujet, si tu me permets de ne pas respecter absolument le contour de l'industrie, ça pose le sujet de l'employabilité sur le territoire, avec la force vive de l'industrie, mais on pourrait parler de l'agriculture, du tourisme, enfin, on pourrait parler de l'attractivité. Donc, je me suis renseignée auprès de chasseurs de tête pour bien comprendre, notamment spécialisés dans l'industrie, parce que ce n'est pas mon métier, le recrutement, et donc je leur ai demandé un petit peu comment ça se faisait qu'il y ait des centaines d'entreprises, notamment avec la MPI et d'autres, qui recrutent, et comment ça se fait que nous en soyons à un taux de chômage qui avoisine les 29%, donc les 30% en Martinique. Alors, tout cela, c'est dans une optique positive, hein. Comme disait Emmanuel, le moteur de l'économie, c'est l'entreprise, mais si le contexte n'est pas dressé, il y aura des difficultés à faire se rejoindre ces deux mondes. Je parle bien des jeunes et des entreprises. Alors, il y a un constat qui est global, y compris pour nos forces industrielles, nos ingénieurs, nos ressources humaines, c'est qu'ils partent. Nos jeunes, tout simplement, s'en vont. Ils partent beaucoup dans l'Hexagone, mais ils partent particulièrement au Canada, désormais, parce qu'il y a des offres et des chasseurs de tête extrêmement efficaces, parfois même implantés en Martinique et qui font, ou dans la Caraïbe, et qui font, comment dirais-je, le pont entre nos deux régions, très bien positionnés. Ces chasseurs de tête m'ont dit qu'ils en sont à devoir revaloriser le salariat pour pouvoir mieux recruter, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes qu'ils voient sont extrêmement attirés aussi par l'entrepreneuriat, il ne faut pas l'oublier, pas que la faute a, il y a aussi la conjoncture. Le salariat ne fait plus tant rêver que ça, être employé, être cadre, ou agent de maîtrise, ou peu importe, travailler pour quelqu'un, ça ne fait plus tant rêver que ça nos jeunes. Donc ils revalorisent le salariat pour pouvoir mieux recruter. Vous connaissez les avantages du salariat, la fixité, la protection sociale, etc. Mais l'entrepreneuriat, c'est néanmoins le créateur de richesse qui est destiné à recruter. Mais en tout cas, le salariat, c'est bien notre sujet. Il m'explique aussi que des jeunes qui se présentent avec des niveaux Bac+5 se retrouvent avec des propositions, et ce sont les meilleurs qu'on peut leur faire, en tout cas, semble-t-il, de 2 000 € net à l'entrée pour des postes de marketing, de communication, de gestion. Et ce n'est qu'après quelques années, puisqu'en général, les montants d'entrée sont de 600 à 1 800 € bruts quand on le leur annonce, avec 1 ou 2 années d'expérience, sans parler de tout ce que j'appelle la capillarité de l'emploi, y compris l'emploi industriel, c'est-à-dire un immobilier onéreux, une voiture obligatoire qui surajoute par rapport à des transports dans d'autres zones qui sont extrêmement fluidifiées. Un contexte aussi, c'est revenu dans les arguments des chasseurs de tête, un contexte ennuyeux. Je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais oui, mais le centre-ville, ce sont les centres-villes, les centres-bourgs qui sont dynamiques, qui permettent aux jeunes de sortir. Et donc ça, c'est très important. Aujourd'hui, le jeune employé ou recruté souhaite avoir un équilibre entre sa vie personnelle, sa vie professionnelle. Il n'y a pas que sa vie professionnelle qui compte, et il souhaite avoir un contexte pour pouvoir aussi s'amuser, aussi décompresser, c'est très important. Et puis les jeunes cadres qui sont vraiment le besoin cruel de l'industrie, avoir beaucoup plus de jeunes cadres, beaucoup plus d'encadrants en tout cas. Et oui, mais ce sont les jeunes actifs, et ces personnes ont besoin, parce qu'ils font des enfants encore, ils ont besoin de crèches, ils ont besoin encore une fois de capillarité. Alors on n'est plus sur la première jeunesse, mais ils ont besoin d'infrastructures pour pouvoir installer leur vie familiale, en plus de tous les sujets que je vous ai énoncés. Et cela aussi, ce sera un frein. Donc pour résumer, oui, l'entreprise et les jeunes peuvent se trouver, mais il faut un contexte, il faut une
ambiance. Et puis également, je suis préoccupé par ces questions-là, l'attraction des femmes, attirer les femmes vers l'industrie. Absolument. Jingle pour la culture. La chronique de Daniel culturelle met en lumière l'écrivain haïtien Louis-Félix. C'est bien Louis-Félix? Louis-Félix. Louis-Félix d'Alembert. Louis-Philippe. Louis-Philippe, voilà, Louis-Philippe. Je me sentais que j'étais gêné. D'Alembert, dont les œuvres majeures continuent de marquer la littérature caribéenne et de résonner bien au-delà de la région. Et elle va vous expliquer ça. Je suis d'accord avec mon introduction. Alors, j'ai proposé de parler de Louis-Philippe d'Alembert parce qu'il était à la Martinique. Et c'est l'occasion de saluer Victor Laszlo et son festival En Pays Rêvé, parce que, je veux dire, pendant une semaine, du nord au sud, de l'est à l'ouest, la Martinique a rencontré des auteurs, a parlé littérature, dans les collèges, les lycées, à la prison, dans des espaces. Vraiment, c'était un vrai bonheur. Et avec des auteurs qui ont un engagement physique, hein, je veux dire, parce que depuis le lundi jusqu'au dimanche, ils sont toute la journée, le soir, ils sont là, ils sont sur le pont. Et donc, je veux dire, pour Simone Schwarzbart, qui a 87 ans, c'est dur physiquement, hein, quand même. Hein. Marie-Reine de Jeanne, qui en a 85 aussi. Mais il y avait donc Louis-Philippe d'Alembert, et je me suis dit, c'est l'occasion de le présenter. On a parlé d'auteurs haïtiens, ils nous sont proches. Et Louis-Philippe d'Alembert, peut-être qu'on le connaît moins bien. Et c'est un auteur, alors déjà, il ne vit pas à Haïti. Il vit à l'extérieur, mais c'est un homme, on ne peut pas dire où il vit parce qu'il voyage énormément. Il a eu une formation universitaire et il a enseigné en Europe, aux États-Unis. Il parle une pléthore de langues. Et puis, c'est un romancier, c'est un essayiste, c'est un poète et c'est un homme de théâtre. Et quelquefois, il joue même dans ses pièces de théâtre. Ouais. C'est donc quelqu'un qui a une activité créatrice qui est très importante. Je signale parce que ça va le situer, il a été en résidence d'artiste à la Villa Médicis en Italie. Et c'est quelqu'un dont la production a été couronnée de multiples prix. Alors, les thèmes de Louis-Philippe d'Alembert, c'est l'exil, l'immigration, la mémoire, la transmission. Et au fur et à mesure de ces œuvres, il y a ce qu'on pourrait appeler les premières œuvres qui sont plus personnelles, plus intimes, qui vont parler des souvenirs d'enfance, des souvenirs familiaux, de la vie en Haïti, puisque pendant toute sa jeunesse, de sa naissance, il a vécu en Haïti. Donc il va rappeler la vie quotidienne en Haïti. Et puis ensuite, l'œuvre intermédiaire, on va passer de l'approche intimiste et personnelle à l'approche plus historique et collective, mais toujours sur le thème de l'immigration, l'exil, la mémoire. Et puis la troisième partie de son œuvre, dans laquelle il est, ça rejoint les thèmes plus, je dirais, universels, sans laisser tomber la question de l'exil, et ça rejoint des thèmes qui sont comme la discrimination, comme le racisme, comme l'insertion, la mémoire et la transmission. Et donc, l'engagement aussi, par exemple, je vais citer, il a écrit un livre au moment de l'assassinat de George Floyd aux États-Unis. Il a sorti un livre qui s'appelle Milwaukee Blues, qui traduit bien cet engagement. Il a également écrit Mur Méditerranée, qui a eu de nombreux prix, qui parle de l'immigration des pays du nord de l'Afrique vers l'Europe. Et juste pour terminer, le dernier livre, c'est une histoire romaine. Alors, ça se passe en Italie. C'est un pays qu'il connaît bien. Alors, je rappelle qu'il a été en résidence. Mais ça lui permet de parler de la mémoire, de la transmission, qui sont des thèmes qui lui sont chers. Et il a une plume qui peut être très humoristique, très légère, et ça permet d'aborder des thèmes qui sont graves. Et donc, moi, je vous conseille de lire Louis-Philippe d'Alembert, parce qu'on rentre dans un univers qui est un univers très, très riche, et avec une écriture qui est une écriture très, très fine et pleine d'humour.
À cause de Daniel, je commence à être habité par Haïti, réhabité si on peut dire ça. Grâce. Je Grâce viens à à vous. cause. Parce que je suis allé en Haïti à l'époque de Baby Doc, juste après. Il y avait quand même une structure du pays, il y avait quand même, en tout cas, il y avait une certaine sécurité, il y avait une fluidité. C'est un pays extraordinaire. C'est une Martinique multipliée par 10. Il y a 11 millions d'habitants avec une culture, avec un folklore, avec des espaces, avec la grandeur. Et je me dis, mais je suis Martiniquais, quelle chance j'ai. Mais puis ça me fait penser aussi à ceux qui, ici, choisissent l'exil de leur côté, qui vont habiter au Havre, à Auxerre et tout. Je me dis que finalement, nous portons tous nos exilés, quoi. C'est assez extraordinaire. Il faut que les peuples s'exilent. Mais en même temps, c'est comme ça que l'humanité s'est faite. Absolument. C'est Emmanuel qui expliquait les grandes transhumances une fois d'un sujet qu'il traitait, que l'humanité s'est faite avec le mouvement. En tous les cas, on a un temps suffisant pour d'abord avoir un jingle et puis ensuite la musique du maestro Christian Boutin. Jingle. Alors, La trompette, mais laisse-moi présenter mon sujet. Pas de problème. Allez, vas-y. Voilà, donc je voulais dire que nous avons commencé il y a 2 semaines une autre approche puisque nous parlons d'instruments, parce que les instruments ont une histoire et il est intéressant de savoir un petit peu leur histoire. Absolument. On a parlé de l'accordéon dans un premier temps, en présentant des choses originales, et on a parlé de la clarinette la dernière fois. Aujourd'hui, nous parlons de la trompette. Ouais. Alors, savez-vous que la trompette, c'est l'un des plus vieux instruments dans le monde, plus vieux instruments, de plus de 3000 ans. Il se trouve que la trompette était déjà adoptée en Mésopotamie, bien évidemment pas sous la forme actuelle, on va le voir. À Rome, en Égypte, chez les Grecs, la trompette était utilisée. Mais elle n'était pas utilisée à titre d'instrument vraiment. C'était pour des signaux, par exemple. C'était pour des cérémonies religieuses ou des cérémonies militaires. Il y avait pop-pop, pop-pop, comme on battait au son-caisse ou bien on utilisait le corne de lambi dans le temps, ici, voilà. Bon, on va commencer. J'ai choisi de commencer avec une femme parce que c'est pas coutumier qu'une femme joue à la trompette. Symboliquement, j'ai pris cette option et je vous présente Ali Balson, qui est une femme qui joue dans un orchestre classique et elle va vous interpréter Concerto en mi majeur dans une salle à Londres. Voilà, on essaie de trouver des choses originales. C'est beau. Vous savez qu'au départ, les trompettes étaient faites avec soit des cornes ou bien avec des os. Voilà. Et puis, progressivement, la fabrication en métal s'est arrivée vers le XIIe siècle. Et là aussi, le tube est devenu plus long, plus droit. Les pistons sont arrivés au XIVe siècle. Donc, c'est tout ça. Et Handel, par exemple, a été l'un des premiers à écrire des partitions de trompettes. On va écouter, d'ailleurs, toujours dans la musique classique, Maurice André, c'est un trompettiste français. Absolument. Concerto Mos Fairpec, trompette cadenza. Trompette cadenza. Majestueux. Ah oui, Ouais. Voilà, il s'agit effectivement de trouver des extraits qui parlent aux gens et qui montrent effectivement la trompette, l'instrument, dans toute sa magnificence, quoi, si je puis dire. Alors, le XXe siècle a été l'époque de l'âge d'or de la trompette. C'est là que, effectivement, la trompette a eu son usage maximum, bien évidemment dans les fanfares, dans les orchestres, des orchestres de chambre, mais aussi dans le jazz. Et il y a des personnages extraordinaires, comme Miles Davis, que je vous invite à voir dans le titre So What.
Davis, un trompettiste qu'on n'a jamais écouté assez, parce que c'est majestueux ce qu'il fait. Il a révolutionné la trompette. Hein. Il a affirmé aussi l'identité du jazz noir. Il a marqué l'histoire du jazz américain, Miles Davis. Voilà. Alors, dans la même ordre d'idée, la Nouvelle-Orléans nous a accouché d'un trompettiste fabuleux, Louis Armstrong, que je vous propose de regarder actuellement. En même temps, je pense à Ella Fitzgerald, qu'il a tellement chanté avec lui. I can't give you anything but love. Ça, c'est des chansons extraordinaires, ouais, voilà, qui ont nourri vraiment ce répertoire fabuleux. Alors, chez nous, effectivement, puisqu'il faut toujours regarder chez nous, il y a un certain nombre de trompettistes qu'on a un petit peu, pas beaucoup d'ailleurs. Hein. Je fais un petit clin d'œil à Happy Lewis, qui est un trompettiste grenadien qui vit en Guadeloupe. Je fais un clin d'œil. Alors, il y a eu Pierre Louis aussi, qui a été celui qui a développé la trompette ici. Daniel Ravo, qu'on a déjà présenté dans le cadre de cette émission, qui a été le premier trompettiste de la Perfecta, qui était chef d'orchestre. Rolex Ravo, son cousin, qui joue avec Taxi Créole, qui joue avec Croix, qui joue avec tous ces gens-là. Charles Duranty, qui a aussi. Et puis Ludovic Louis, qu'on a connu à Biggie Jazz, qui a fait un concert il n'y a pas très longtemps. Alors là, j'ai aussi une surprise. Je vais vous parler de Jacques Courcil. Voilà, quelques personnes connaissent Jacques Courcil. Alors, il est d'origine martiniquais et je vous propose une conversation entre une contrebasse et une trompette. Jacques Courcil. Voilà, Jacques Courcil, j'ai tenu alors, je l'ai rencontré une fois, mais je sais qu'il avait joué aussi au Parc Floral. Oui. Et c'est vrai qu'il paraissait transcendantal, quoi. Oui. On avait du mal, même dans la vie de tous les jours, il était dans un environnement spatial, quoi, si je veux dire. Mais je pense que ce sont des gens qui ont exploré la trompette de façon très libre et donné à la dimension, toute sa dimension à la trompette. Regardez cet exercice-là, un trompettiste et une contrebasse, c'est pas une chaise boitable, hein. Si je peux me permettre, c'est souligner l'amitié qu'il y avait entre lui et Édouard Glissant, qui était une amitié, une admiration réciproque. Et à partir des textes, moi j'ai assisté à des lectures de textes avec la trompette de Courcil. Effectivement, on décolle, hein, parce que on est emporté dans un univers qui est un univers créatif. Absolument. Alors, il nous a laissé cette année, en 2025, il nous a quittés, quoi. Mais bon, on peut toujours le découvrir sur les réseaux sociaux. Son dernier album était un mélange de textes de Fanon, de Tout à fait. Alors, je termine avec une improvisation extraordinaire de Jason Marcialis. C'est probablement un parent à Wynton Marcialis, qu'on a beaucoup connu en trompette. Et je suis très sensible à voir l'expression de la trompette que je vous invite à partager là actuellement.
Fabuleux, ça. fabuleux. Voilà, chers téléspectateurs, bon, chers amis, je pense que vous avez Ah oui, beaucoup. bien Merci aimé Christian, ça. parce que tu nous parce que fais, c'est- ouais. tu nous fais découvrir une histoire. Parce que l'histoire de l'instrument, c'est en même temps l'histoire de l'évolution des sociétés. Tout à fait. Et donc le rapport à la Absolument. musique, Oui, tout à fait, c'est absolument. vraiment... merci beaucoup. En tout cas, je vous remercie d'avoir été fidèlement à votre poste, d'avoir suivi strictement les consignes sur le timing. Bravo, je vous félicite. Je remercie aussi toute l'équipe, David, Johan, Mehdi, aussi l'administratif et direction. Et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Peut-être pas Frédéric, mais enfin vous les trois autres, oui. À Avec bientôt. plaisir.